Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour continuer ensemble à faire progresser le soin dans une dimension holistique pour des personnes fragilisées par des désordres intimes, physiques et ou psychiques. Je suis heureuse aujourd'hui de retrouver Michel et Michel Le Chevalier. J'ai eu avec Mélanie Passereau, que j'ai rencontré dans le cadre de notre dernier colloque de recherche à la faculté de médecine de Lyon-Sud. Là, je te cherchais, Michel. Voilà, où on est des personnes, si vous voulez, qui veulent faire avancer le soin. Et ce que disait Gabriel ce matin, je suis profondément rassurée qu'il y ait des gens comme nous encore sur cette terre pour faire progresser le soin, pour pas qu'il dérive, parce qu'il dérive le soin. Le soin au niveau politique, le soin au niveau de l'hôpital, le soin au niveau de l'école, le soin... Voilà. Donc là, aujourd'hui, vraiment, je suis contente d'être avec vous, d'écouter cette dame ce matin qui disait « ma petite association », mais pas du tout. C'est une grande association qu'elle a fait, cette dame. Donc, elle m'a dit qu'on se verrait par de loin, parce elle est avec nous aussi. Et d'autres sont avec nous aussi. Et vous savez qui? Les personnes que je rencontre en séance. Donc, ils sont là, certains sont là, le verront en streaming. Et là, c'est aussi, je suis la porte-voix de ces personnes-là. En fait, c'est des personnes qui crient l'amour et qui ne sont pas entendues. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un jour innover, on peut dire, avec ce jeu de mots et prescriptions culturelles, mais vous verrez. Quelle exposition passionnante, Hubert. Mais vraiment, je me suis régalée, je ne vous connaissais pas, j'ai plein de choses encore à découvrir. Et vraiment, alors j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, on se ressemble dans le soin. Vous avez tissé. Moi, je tisse aussi, vous verrez, au travers des patients. Vous parlez de la couleur. Alors ça, c'est vraiment rigolo parce que pour métaphoriser le travail du soin, je vais utiliser des choses très simples. Pas la métamorphose de Kafka, hein. Le papillon, les cocons. Vraiment, je vous retrouve. Le bleu, je dis souvent, donc là, je vais vous parler de prescription culturelle et parfumée. Je dis aux patients, donc c'est des étudiants ou des personnes, si vous voulez, à l'hôpital ou au bord du monde, c'est-à-dire dans la rue. Moi, je m'arrête. Enfin, voilà, ça se fait. Vraiment, il faut qu'on crée de plus en plus ensemble un soin populaire. Et le soin populaire, comment vous le créez? De manière très simple, en fait. Hein, simple et de bon goût, comme me disait ma grand-mère. Donc là, bleu avec du jaune, ça fait du vert. Mais le vert, pas le même que le vôtre. C'est-à-dire que le vert que je vais créer, c'est-à-dire c'est dans la conversation, ou donc prescription parfumée ou et culturelle, mais dans la conversation, arrêtons de dire à l'université auprès des étudiants le transfert et le contre-transfert. Arrêtez ça. On se mélange quand on est soignant. Quand vous avez quelqu'un qui est au bord du monde, qui est prêt à sauter par la fenêtre, mais vous ne pouvez pas être dans la neutralité bienveillante. C'est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, à l'université, quand j'étais étudiante, mais je disais, mais c'est pas possible, on peut pas dire. Donc, j'avais, si vous voulez, une révolte invisible, mais une révolte qui pousse à la création. Et c'est comme ça, un jour, qui est sorti, donc en séance, cette expression, ce mot d'esprit, ce jeu de mots, parce que j'adore jouer. Et le soin, donc là, moi, je rends vraiment hommage à Winnicott. Pas Freud, pas la campagne, non. Mais ça, c'est l'empathie de chacun, hein, franchement. Donc, moi, c'est Winnicott. Winnicott, il était même pas papa. Il était tout à la fois. Il avait une fonction maternelle auprès de ses patients. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc, le jeu, vous allez voir, c'est des jeux sans enjeu, les prescriptions culturelles. On va perdre connaissance dans ces prescriptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachez que le malaise dans notre civilisation, c'est qu'on est trop dans la conscience. Même dans l'inconscient, non, il faut perdre connaissance. Et là, vraiment, je vous rejoins, Hubert, l'invitation à la contemplation. Vous êtes une invitation à la contemplation au travers de votre création. Et c'est ça le secret. Pour se régénérer, c'est la contemplation. Donc, bien évidemment, l'invitation à la beauté, c'est en hommage, bien évidemment, à Baudelaire, l'invitation au voyage. Donc là, on va partir avec des personnes. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de créer un processus de sublimation. Vous connaissez c'est un terme de la physique, hein? Donc, vous passez de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez écouter
et fermez les yeux. Parce que, en fait, quand vous fermez les yeux, eh ben, vous entendrez plus, si vous voulez, le cœur résonner des personnes qui veulent vous parler, en fait. Alors, donc l'idée, c'est que je vais vous raconter la première histoire. Et là, vous voyez, et là aussi la différence avec le verre, c'est que moi, je vais plutôt être dans quelque chose, le verre, mais dans une malléabilité, une souplesse. Que le verre que vous faites, s'il tombe, il se casse. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc moi, vraiment, c'est créer la souplesse. Et c'est qui va la créer? C'est la personne, c'est pas moi. Moi, je vais l'aider à être dans un espace. Là aussi, le cadre, c'est plus... pour eux, c'est le cadre, les angles. Vous voyez, moi, c'est pas les angles que je vais faire. Là, je vais faire des arrondis. En fait, il faut arrondir. Alors, la semaine dernière, je rencontrais une étudiante en consultation et elle allait vraiment mal. Et donc, j'écoute l'état émotionnel. Comment on écoute un état émotionnel? Il faut poser la question. Vos 5 remèdes, c'est quoi? Alors, le premier, c'est le sommeil, moitié de la santé. Le sport, hyper important, le sport. L'alimentation. Et quelque chose de très important, est-ce que vous arrivez à contempler dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous arrivez à contempler la beauté culturelle? Est-ce que vous arrivez à contempler la beauté naturelle? Et naturelle, c'est qui? C'est Hippocrate. Hippocrate, il dit la nature est le premier médecin de l'homme. Alors, je vous dis quand même une parenthèse, c'est qu'avec la crise sanitaire, moi, je ne pouvais plus voir les étudiants. Et les étudiants disaient, mais oui, mais moi, je veux vous rencontrer parce que la voix, ça peut être très intéressant, mais le physique. Alors, j'ai eu une idée. Donc, crise en latin veut dire opportunité. Il ne faut pas se lamenter devant une crise, il faut se dire, et on l'a bien entendu ce matin avec cette dame. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas? Donc, mon moteur de recherche, c'est pas pourquoi. Non, c'est et pourquoi pas? Et là, j'ai dit, mais tiens, on pourrait se retrouver au parc de la Tête d'Or. Et depuis 2 ans et quelques, vous préférez être, donc c'est une ancienne prison, la prison, là où je suis. Donc je suis dans une cellule, même si j'ai mis des tableaux, j'ai mis Tinguely, le définitif, c'est le provisoire. J'ai mis au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Ça, c'est une étudiante, quand je lui prescris ça, un jour, elle m'amène en A4 et je le colle. Et voilà. Et donc là, des fenêtres d'ouverture, des fenêtres de possible. Et donc, je rencontre le patient à la grande entrée du parc de la Tête d'Or et vous choisissez votre espace. Vous voulez être vers les girafes, les l'étang, les roseraies. C'est vous qui choisissez votre espace suffisamment bon. Hein, vraiment, je suis tout à fait d'accord, le suffisamment. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette jeune fille, donc je la rencontre une première fois. Je vous ai amené des parfums qui ont été confectionnés par un maître parfumeur qui s'appelle Jean-Charles Sommerat, quelqu'un de brillant. Et donc, je dis à Jean-Charles, voilà, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Donc, que des parfums. Et je vous les ai amenés. On va vous faire des cadeaux comme je fais à l'hôpital. Et là, la personne, donc on a tous une mémoire olfactive. Donc, je vous dis ce qu'il y a. Ah ben moi, non, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et il y en a certains, je ne sais pas. Donc, je fais inhaler à la personne. Et cette jeune fille, elle est là aujourd'hui. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc, Tiavana, je suis vraiment contente que vous soyez là parce que c'est grâce à vous si on va encore progresser dans le soin. Et là, Tiavana, elle me dit, hein, vous m'avez dit, j'ai une expansion ici. Et là, j'ai dit, ah bon, vous pouvez me raconter s'il vous plaît. Et là, Tiavana, elle a un grand cœur. Vous avez un très grand cœur. Vous savez qu'aujourd'hui, on sait ça, vraiment, peut-être que vous le savez. Moi, quand j'ai su ça, j'étais ravie. On a un système neuronal dans notre cœur. 20 000 neurones dans notre cœur. 200 millions dans notre intestin. Et 1000 milliards dans notre tête. Tout le travail que je propose, c'est de mettre en conversation ces 3 cerveaux. Et sachez que toutes les personnes que je rencontre depuis maintenant de nombreuses années, le point commun de toutes ces personnes, vous savez c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'a pas écouté suffisamment leur cœur qui pense. Et quand on n'écoute pas un cœur qui pense, il devient malade, il tombe malade. Donc il faut le penser, P-A-N-S. Et comment je le pense, et vous allez voir,
en proposant, moi j'adore la poésie, donc le Printemps des poètes, j'avais oublié. Donc moi je travaille avec Jean-Pierre Siméon, qui est directeur, qui a été directeur du Printemps des poètes, qui a écrit, et vraiment je vous le conseille, La poésie sauvera le monde. Là vous voyez, je vous fais des prescriptions, je fais comme si j'étais en séance, hein. Et là, un autre aussi, La politique de la beauté. Et j'ai la chance d'écrire un livre avec Charles Juliet. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et avec Charles, qu'est-ce qu'on fait? Lui dit, le poème, c'est un pansement vitalisant. Vous allez voir, hein, au travers de cette lettre, combien il a raison. Et donc, avec Charles, eh ben, on s'intéresse, on joue et on s'intéresse aux mots qui sont tombés malades. En fait, si vous adressez des mots qui ne sont pas, vous avez une grande sensibilité, donc vous êtes très délicat, et vous avez un environnement qui va parler à votre place, qui va écraser ce cerveau du cœur en fait. Et ben vous tombez malade. Et le nombre de personnes que je rencontre qui sont dans cette situation-là, et ben je les ai compris. Et là, vous allez voir. Donc mercredi, je rencontre cette jeune fille lundi et je lui dis mais vraiment il faut que vous écriviez parce que ce que vous dites là, mais vous allez sauver d'autres vies là en fait. Si c'est vous qui le dites, moi non, c'est vous qui êtes dans cette souffrance là, c'est pas moi. Donc vraiment s'il vous plaît, elle m'écrit une lettre. Je vous la lis dans l'intégralité. Donc il faudra et je rejoins Hubert. Il faut être patient pour entendre la profondeur des cœurs des gens. D'accord ? C'est très, très important. Alors, voilà, vous verrez, vous voyez comme vous le souhaitez. Fermez les yeux, partez avec Tiavana, parce qu'elle a des choses vraiment à nous dire. Et elle va sauver plus d'une personne, parce que grâce à vous, les organisateurs du musée Ariana, eh ben, ça ne va pas s'évaporer, cette conversation, en fait. Elle est enregistrée, donc on va la distiller. Donc elle, voyez-vous, que je lui ai proposé ça comme invitation, et ben elle m'a dit, mais vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. De devenir soignante, en fait. Et être soignante, et ben ça soigne. Et heureusement, heureusement. Je voulais donc cette lettre que j'ai reçue par mail mercredi à minuit. Je voulais commencer cette lettre en disant que je suis boulimique depuis 2018. Mais pour être honnête, je déteste cette formulation, car elle me donne l'impression de m'identifier à cet état, voire même de m'y être attachée. J'ai aussi beaucoup de mal à l'identifier comme une maladie, par peur d'empirer la situation en mettant ce mot dessus. Avec le recul, je préfère donc dire « je suis tombée dans la boulimie » en référence à la dynamique de tomber amoureux, car c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément vu venir, alors même que l'on pouvait s'y attendre. Et vu les répercussions que ce comportement a eues sur moi, je pourrais même parler d'une relation toxique dans la mesure où je sais à quel point elle est destructrice. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. De plus, même si je réussissais parfois à couper les ponts avec elle, il y avait toujours un moment où la tentation était trop forte et je retombais dans ses bras. C'est d'ailleurs paradoxal, car c'est à la suite de l'une des ruptures qui a ponctué ma relation toxique que s'est installée la boulimie, comme si je quittais un inconfortable confort pour un autre. J'ai essayé plusieurs moyens thérapeutiques afin de venir à bout de cette maladie, encouragée par l'état de désespoir dans lequel je me trouvais lorsque je les initiais. Je ne vais pas mentir, mais encore une fois, parce que je ne voyais pas d'issue à ma situation, que je décidais de reprendre rendez-vous avec la psychologue de l'université. Ayant déjà engagé de nombreux frais pour aller voir des psychiatres, des psychologues, des hypnotiseurs, des magnétiseurs, une telle alternative prise en charge par mes frais de scolarité me semblait la plus adéquate. En parallèle, j'ai aussi pris un rendez-vous avec la diététicienne de l'université, afin d'avoir un soin complet qui m'accompagne tant sur le plan psychologique que sur l'alimentation. En venant à ce rendez-vous avec Madame Mayou, je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. J'avais certes fait de brèves recherches sur elle, mais sans m'attarder sur ce qu'étaient ses prescriptions artistiques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première séance était plutôt surprenante. En effet, contrairement à ce à quoi j'étais familière, il ne s'agissait pas ici de se concentrer sur mon problème en me laissant dans un monologue dans lequel je devais étayer les tenants et les aboutissants de mon quotidien avec la boulimie. Au contraire,
J'ai ressenti qu'il s'agissait plutôt d'une bulle de légèreté qui me faisait prendre conscience qu'un état d'esprit serein dans lequel l'alimentation n'était plus cet ennemi omniprésent était totalement possible. Si je devais mettre un mot général sur cette séance, ce serait espoir, car c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti et qui m'a suivi ensuite. Cela faisait un moment que j'avais l'impression d'avoir besoin de prendre un temps de pause, de déconnexion. Mais je me suis rendu compte que c'était la reconnexion qui m'appelait. Durant la séance, elle a parlé de contemplation. Et j'ai trouvé vraiment apaisant de mettre un accent sur cet aspect de la vie dans lequel on profite de ce qui est grâce à nos sens. Et c'est peut-être cela le bonheur. Se permettre de voyager intérieurement et d'atteindre un état de bien-être juste en écoutant une musique ou en humant une odeur qui nous sont si agréables, qui nous réconfortent. D'ailleurs, n'est-ce pas finalement ce que l'on recherche parfois lorsque notre quotidien ne nous correspond pas à tel point qu'on se réfugie dans des moyens de fuite, que ce soit par la drogue, l'alcool ou des médicaments. J'évoque cette dernière hypothèse en connaissance de cause. Car ayant été sujette à des phases dépressives plus ou moins longues, j'ai déjà pris des antidépresseurs pour essayer de me soigner. De mon expérience, il ne s'agit que d'un voile cachant des mots MAUX, mots MOT, de l'âme, dans la mesure où le sentiment de bien-être était factice et amplifié dans mon sommeil. En effet, je me rappelais que durant cette période, mes meilleurs moments étaient ceux où je dormais, avec mes rêves, me faisais voyager en volant au-dessus des mers, dans des lieux chauds et ensoleillés. On dit que nos rêves sont liés à notre réalité. Alors je pense que je devais interpréter ces messages comme un signe. J'étais en train de planer. Néanmoins, je ne peux nier l'efficacité des antidépresseurs, qui peuvent être très utiles pour nous empêcher de penser lorsque nous sommes abreuvés d'idées noires ou suicidaires, par exemple. Pour l'avoir vécu, avoir l'impression de se battre en permanence contre soi-même est un vrai calvaire, car l'engrenage de notre esprit ne nous laisse aucun répit. Je n'ai donc aucune légitimité pour les condamner, mais avoir réussi à trouver une solution consciente et bienveillante qui me reconnecte à ma naturelle joie intérieure, au lieu de me déconnecter de ma réalité, est une bénédiction. C'est comme apprendre à être bien avec ma propre présence en étant en mesure de créer ma propre paix. Cela fait une semaine que j'ai été initiée à ma première prescription artistique, ce qui me permet aujourd'hui d'écrire avec un certain recul. Durant cette période, j'ai écrit quotidiennement afin de voir les évolutions de mon comportement. Lors de la séance, j'avais beaucoup apprécié la liberté dans la guidance de Madame Maillot. Par le confort olfactif apporté par la rose, j'ai tout de suite ressenti un sentiment englobant de réconfort. C'était vraiment agréable, car cela subsistait un sentiment de vide que je pouvais parfois ressentir et qui m'encourageait à faire mes crises. En fermant les yeux, tout en me concentrant sur mes sens, je m'imprégnais pleinement de l'odeur qui me faisait faire abstraction des problèmes qui alourdissaient mon quotidien. Je ne pensais plus à ce que je ne devais pas manger, ni à ce conflit que j'entretenais intérieurement avec l'acceptation de mon corps. À la place de cet engrenage anxiogène venaient naturellement des messages d'invitation à la paix de l'âme. L'ampleur de ces sensations positives en moi était telle que j'en ai réellement les larmes aux yeux. En effet, abstraction faite de mon apparence, c'est un vrai soulagement d'être bien dans sa peau. Et surtout, de sentir qu'à l'exact opposé des comportements autodestructeurs que je pouvais avoir, je prenais une décision qui était bonne pour moi et qui allait dans la direction de cette guérison que je désire tant. Avec cette odeur, le canon en D majeur de Pachelbel s'est intuitivement invité dans mon esprit. Et la combinaison de ces deux éléments a amplifié mon sentiment de bien-être qui se matérialisait par une boule de chaleur qui commençait au niveau du cœur et qui s'amplifiait pour prendre sa place au niveau du plexus solaire et le reste de ma poitrine. C'est à ce moment que je me suis alors rendu compte que prise dans mon quotidien, cela faisait un moment que je m'étais pas permis de ressentir profondément et contempler en partie car je ne savais plus comment faire. Comme si l'absence d'action productive était pour moi une perte de temps. Pourtant, prendre un moment pour contempler l'instant, en me connectant à des choses agréables est nécessaire à mon bien-être et donc loin d'être une perte de temps. Les messages d'espoir continuaient à abreuver mon esprit et s'ajoutait cela à un sentiment d'expansion du cœur qui m'allégeait, comme si petit à petit les problèmes sur lesquels je me concentrais
s'envolait. Cette sensation vraiment agréable m'a fait prendre conscience que cette relation que j'entretenais avec la maladie n'était pas réelle, ni une fin en soi. En effet, comme toute chose dans la vie, elle est éphémère, ce qui est positif, car cela permet de vivre une pluralité d'expériences en abondance. À la deuxième écoute, avec casque, c'est-à-dire que là, en fait, elle inhale le parfum qu'elle a choisi, donc c'est la rose, et là, je demande, qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez un poème aujourd'hui? Vous préférez une musique? C'est vous qui choisissez. Donc d'abord, on l'écoute ensemble, la musique, tout en inhalant, donc elle inhale la musique, et après, moi, je lui passe mon casque de musique, et elle inhale. À la deuxième écoute, avec casque, la légèreté de mon cœur s'est étendue à mon corps. À l'heure où j'écris ce premier soir, je me sens donc vraiment reconnaissante car je me sens libérée. Et mon envie de vivre en joie est plus forte que les envies boulimiques qui ont pu traverser mon esprit. Je n'ai pas du tout envie de m'identifier à la boulimie. Et ce soir, j'ai envie de croire en la fin de cette histoire. Et je pèse mes mots en ne choisissant pas le terme de chapitre car je n'ai pas envie qu'il ne s'agisse que d'une trêve épisodique. Ce qui change par rapport aux remèdes que j'ai déjà essayés, tels que l'hypnose ou le magnétisme, c'est que j'ai eu la chance de participer à la confection de ce soin, ce qui me permet de pouvoir y trouver par moi-même en cas de besoin. Guérir de la boulimie est comme un chemin autodidacte qui découle principalement de décisions personnelles qui sont guidées selon nos besoins. Ce qui est sûr, c'est que personne ne peut nous imposer la guérison, ni en nous privant de la nourriture ou nos proches lorsqu'on est enfermé en hôpital psychiatrique, par exemple, ni en nous forçant à prendre des médicaments. Et il n'y a pas non plus de solution miracle universelle qui fonctionne de façon uniforme pour tous. Je le savais déjà partiellement. Mais ce dont j'ai réellement pris conscience grâce à ces séances, c'est que la chose dont on a réellement besoin, c'est un accompagnement bienveillant par une personne empathique qui nous guide pour comprendre que ce n'est pas la nourriture qui comblera ce vide factice en nous. Ce vide qui n'est en fait que le cri de ce cœur que l'on a fait taire trop longtemps, alors que sa voix est la meilleure pour nous guider vers notre épanouissement. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez pourquoi je ne pouvais pas couper cette lettre. C'était vraiment impossible. Donc là, il y en a d'autres de lettres. Donc on a écrit des actes de colloque. Donc j'ai fondé une association qui s'appelle l'Invitation à la beauté et chaque année on publie des actes de colloque. Et donc là il y a plusieurs lettres d'étudiants, de patients qui parlent de la puissance en fait. De la contemplation. Donc là, vraiment, c'est pas les prescriptions culturelles, c'est pas l'art-thérapie, c'est complémentaire. Ça va dans le même sens, mais c'est pas la même manière. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur alors que tout s'effondre autour de vous? Moi, c'est Billie Eilish, moi, c'est ce rappeur, moi, c'est la flûte enchantée. Peu importe, chacun ses goûts, comme disait Emmanuel Kant. On ne peut pas discuter des goûts des gens. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas discuter, c'est l'éthique. Donc, la beauté. Parce que, alors, voyez-vous, moi, tout en tout chemin, mais la beauté, on en a mis des étiquettes, mais c'est parfois scandaleux sur le mot beauté. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est ce qui fait résonner votre cœur, en fait. D'accord? Et vous sachez que c'est ce qui fait résonner le cerveau de votre cœur. Donc, chacun ses goûts. Qu'est-ce que vous faites là? Vous aidez la personne à écouter son cœur et à oser être un peu plus libre. Un espace où allez-y. Et là, c'est fantastique. C'est-à-dire que à la fin de notre exposé, si vous voulez, je pourrais vous faire goûter alors prescription parfumée. Et ça va être compliqué, mais on peut faire circuler peut-être les parfums. Peut-être que vous, dans le public, vous avez déjà votre parfum. Et là, tout à l'heure, je vous proposerai les 2 poèmes que j'ai proposés à cette jeune fille. Alors, concernant, donc je vous ai dit, donc vous avez vu avec
donc Thyavana, donc ces effets cathartiques de la contemplation. Donc la beauté, ça fait beauté en vous que s'il y a une mise en conversation de l'esthétique avec l'éthique. S'il n'y a pas l'éthique qui se lie, qui est attachée, qui se tisse avec l'esthétique, eh ben vous tombez dans la laideur. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc là, je chemine, donc je crée les prescriptions culturelles en 2016 et je tâtonne. Donc moi, j'aime les chemins bifurqués de Michel Serres. Lisez Le Gaucher boiteux, c'est extraordinaire. Je tâtonne, je butine et au fil de ces conversations, de cette écoute attentive pour progresser dans le soin, pour être au plus juste, donc être dans la clinique. La clinique, c'est quoi? C'est encore Hippocrate, hein, il est quand même doué ce monsieur. C'est quoi? C'est au pied du lit du malade, la clinique. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, quand je propose ça, je suis au chevet des rêves des patients au départ. Pourquoi? Pour libérer leurs neurotransmetteurs, pour libérer les neurones miroirs. Et j'ai oublié un truc, c'est la vidéo. Voilà, vous voyez, je suis partie et en fait, on va vous présenter la vidéo sur France Culture que je prescris aux étudiants, aux patients, pour prendre de la hauteur et non de la distance sur ce qui leur arrive. C'est Aristote qui a peut-être le premier conceptualisé l'effet cathartique de l'art. Il dit que dans son art poétique, que si on va au théâtre, le fait de regarder les acteurs, ça nous permet de vivre par transitivité leurs émotions et donc peut-être de se purger de nos pulsions. Aristote est confirmé par les travaux des neurosciences. On peut considérer qu'il agit presque comme un médicament, parce que qu'est-ce qu'on trouve comme bonnes substances qui sont sécrétées en réaction, en particulier une œuvre d'art? Eh bien, on va avoir de la dopamine. Il y a certainement sécrétion de sérotonine, ce qu'on trouve dans tous les antidépresseurs. On va avoir aussi des effets sur la morphine endogène. Et on sait aussi que quand on voit une œuvre d'art, par exemple si on voit la Joconde, nos cerveaux fonctionnent comme si on était réellement face à une femme, face à Mona Lisa, on est en train de discuter avec elle. Donc curieusement, les œuvres d'art qui ne sont pas des entités biologiques sont perçues par notre cerveau comme si c'était des personnes vivantes.
Donc voilà, cette petite vidéo, à chaque fois, en début, voilà, la prescription culturelle, c'est quoi ce truc? Bah, il faut une vidéo comme ça, et là, c'est plus clair. D'accord? Donc, Pierre Lemarquis, les prescriptions médicales muséales qu'a créé Nathalie Bondil à Montréal, une personne brillante avec le musée des Beaux-Arts de Montréal. Et là, donc, il crée la muséothérapie, hein, c'est elle qui a créé ça avec l'organisme des médecins francophones du Canada. Donc moi, je travaille avec eux. Pierre Lemarquis, comment je connais Pierre Lemarquis? Tout simplement, j'écoute fréquemment des émissions en podcast sur France Culture et je faisais la cuisine et un jour, la beauté qui soigne, l'art qui guérit, et je tombe sur Pierre Lemarquis et je l'entends. Et j'entends une conversation de lui avec une de ses patientes et je me dis, mais lui, mais c'est un soignant vraiment empathique. Je prends le bottin, je l'appelle et comme ça s'est passé comme ça. Et je lui dis, ben voilà, je fonde cette association, j'aimerais vraiment que vous soyez le président, s'il vous plaît. Et voilà. Et maintenant, on fait un duo de choc. Il a créé donc ce livre, L'art qui guérit. Sorti du confinement, tout le monde s'est arraché ce livre. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est un remède, ce livre. Il vous explique très simplement. Donc, il y a l'art brut. Enfin, il y a vraiment Niki de Saint-Phal. Il y a tous ces gens qui se sont sauvés, qui se sont auto-prescrits de la beauté, en fait. Et là, neurologiquement, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc là, il faut foncer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est les patients, hein. On fait ça pour les patients, hein, d'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? En 2018, je fonde cette association et j'écoute donc dans cette émission La beauté qui soigne une initiative remarquable du musée du Louvre qui donc prête des œuvres. Vous écouterez, hein, si ça vous dit, la série documentaire LSD. Ils prêtent des œuvres, en fait, des reproductions. Le patient peut avoir un tableau dans sa chambre. Voilà, ça c'est les livres de Pierre qui sont vraiment, je vous les conseille. Il y a un dernier, son dernier, celui-ci, Le pouvoir de la musique. Et donc j'entends cette innovation soignante. Je trouve ça vraiment remarquable. Et là je me dis, mais et pourquoi pas? Proposer non pas des reproductions, mais des œuvres, des origines, des œuvres originales d'artistes du quartier, mais des artistes connus ou pas connus. C'est pas ça le problème. C'est des artistes, si vous voulez, qui sont soignants malgré eux, qui sont pas art thérapeutes. Je choisis pas des artistes qui soient art thérapeutes. Je veux, enfin, voilà, c'est une démarche complètement personnelle, mais je veux cette innocence en fait, parce que, voilà, dans toutes les écoles, parfois, on peut être, mais je sais de quoi je parle, parce que c'est aussi dans ces formations-là. Donc, comment après, avec le temps, on va faire à sa sauce. Et donc, dans donc une artothèque et une poétèque. Je vous disais tout à l'heure, je suis passionnée de poésie, donc mettre en conversation du bleu avec du jaune, mettre en conversation un tableau avec un poème, et voyez-vous, ça fait quelque chose de vraiment magnifique. Et là, voilà. Donc là, Agnès Piessa, si tu veux bien montrer la sculpture, donc je vous ai amené, donc elle est très fragile, comme le verre là. Donc moi je travaille avec des street, on travaille, donc Claire Parissel qui fait partie de l'association, qui est au développement culturel de l'association, et donc avec Claire, on choisit des artistes qui vont faire du bien. Donc c'est pas moi j'aime ou j'aime pas, c'est tiens, lui il pourrait parler au cœur de ces personnes. Et donc là on Instagram, enfin on va vers ces artistes, et voyez une œuvre comme ça dans la main de quelqu'un en fin de vie, parce que vraiment là c'est pour tous les âges de la vie, hein, ces projets-là bien évidemment. Et donc là Agnès, elle devait rester quelques jours, et en fait, on lui a annoncé qu'il fallait qu'elle reste beaucoup plus longtemps. Et donc, la chef de service, qui est une femme remarquable, elle lui dit, mais vous savez, Madame Piessa, si vous restez, on a une artothèque et une poétèque. Donc, 40 œuvres originales qui sont exposées dans le couloir de médecine interne, des patients qui souffrent de maladies chroniques. Donc, c'est des patients, si vous voulez, qui vont être soignés, mais pas guéris. Donc, tout ce qui est pathologie de l'ordre du diabète. J'ai encore un peu de temps, Barbara, ou pas? Pas beaucoup. Donc, c'est toujours la même histoire, c'est toujours comme ça. Mais c'est pas grave. Et donc là, Agnès, elle se fait son musée dans sa chambre. Donc, 2 street artistes, Big Ben sur votre gauche, Buster Keaton, et donc cette photo à l'hôpital. Vous savez où est cette photo? Devinette. Regardez bien. Chez elle, voilà, la tête est au fond. D'accord?
Là, elle l'a mis sur le porte-manteau dans sa chambre. Donc, elle était scénographe, et quand les soignants arrivaient, eh ben, ils oubliaient de soigner des fois. Et ils étaient dans une conversation. Et là, on mélange encore une fois. On ne sait plus qui est soignant, qui est soigné. Parce que tout le reste, le traitement, eh ben, ce n'est pas elle qui peut le choisir. Mais ça, elle peut le choisir. Alors, je vais vous lire. Et puis peut-être par les questions, on pourra, voilà, pour pas retarder. Je vais vous lire la lettre qu'elle a écrite à Big Ben. Donc en fait, cette photo, pourquoi on l'a parce qu'en fait, la RTBF est venue faire un tournage sur ce que je faisais en fait il y a 15 jours. Donc c'est une émission brillante, c'est Matière Grise, ça s'appelle, en Belgique. Et donc le journaliste Cyril Fleury me dit, mais alors en fait, il faudrait que je rencontre la patiente avec les conditions sanitaires. J'ai dit, j'ai une idée. En fait, Agnès rêvait d'avoir ce tableau. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle l'a acheté. Elle a acheté son remède. Et son remède, donc j'appelle l'artiste, je le mets en conversation avec le patient. C'était le rêve que j'avais. C'est que les patients puissent avoir après leur remède chez eux. Il y en a qui volent. Hein. Enfin, c'est pas du vol, on va pas dire ça. À l'hôpital, c'est pas du vol. Il a disparu plusieurs fois la tête. Mais c'est pas du vol, en fait, là, dans un hôpital. C'est que l'ocytocine, il vous l'a dit, Pierre le Marquis, c'est tellement libéré qu'on en a besoin. Donc, on va être... Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un Caravage, donc ça va, ça passe. Mais 15 jours avec Buster Keaton. Je pense n'avoir vu que ce tableau lors de mon arrivée dans ce service. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas pourquoi. Je pensais n'être là que pour 5 jours, mais le professeur Durieux m'a fait comprendre que 15 jours serait mieux. Et comme récompense, j'avais le droit de choisir un tableau parmi ceux exposés dans les couloirs. Je n'ai pas voulu voir les autres. J'ai pris son tableau. Pourquoi ? Au fil des jours, j'ai trouvé des réponses au travers de nombreux messages qu'il transmettait. L'homme se retourne sur sa vie. Il regarde l'enfant au regard neutre, mais ses bras enserrent ses genoux comme pour protéger. Cet enfant aurait-il peur de l'avenir ? Aurait-il tout simplement peur de grandir ? Le regard bienveillant de l'homme a l'air de l'encourager, de lui dire que rien n'est invisible quand on accepte de se battre. Rien n'est invincible, pardon. Et que l'on arrive à une sérénité au fil des années. L'adulte qui tient ses genoux dans ses bras est souvent signe de décontraction et de bien-être, que c'est la vie, que tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Mais un autre message fort, c'est qu'il existe un enfant en chacun de nous et que cette part d'enfant est essentielle pour grandir et vivre. Qu'il faut non seulement la montrer, mais aussi la cultiver tout au long de notre existence. Il y a bien d'autres messages dans ce tableau, mais je ne suis pas enclin à écrire un livre. Alors oui, monsieur Big Ben, j'ai passé 15 jours merveilleux avec vous, avec Buster Keaton. Il m'a ouvert des discussions avec le personnel soignant, faisant naître avec eux une relation plus profonde et plus large que les soins quotidiens. Il m'a permis aussi de me retourner sur ma propre existence et de me dire que ce tableau résumait assez bien ma vie. Mais il existe une énorme différence entre Buster Keaton et votre humble admiratrice, c'est que j'adore rire et que je n'imagine pas une journée sans rire. Merci à vous. J'espère avoir l'honneur de vous rencontrer un jour, Agnès Piessa. Alors, une petite parenthèse, dans la vidéo de France Culture, ils ont oublié un art. Lequel ? L'art comique. Et ça, c'est Bergson qui le dit. Le rire est le propre de l'homme. Rire à l'hôpital, les clowns à l'hôpital, c'est un remède vraiment puissant. À l'issue de ça, je vous lis un extrait d'une lettre du bilan. C'est pas moi qui l'ai fait, mais au niveau somatique de l'équipe soignante. Donc moi, je travaille vraiment en collaboration avec l'équipe soignante. Donc l'équipe soignante m'appelle, me dit Laure, voilà, il y a tel patient qui souhaite converser avec toi. Donc c'est pas moi qui vais dans la chambre, c'est le patient qui m'invite dans sa chambre pour créer une conversation autour du tableau. Donc, dans la veine du tableau, je ne sais pas si vous voyez des doigts roppers, où ils sont tous là sur un transat, ils contemplent. C'est pareil, je me mets à côté et on contemple. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Et là, c'est une mise en narration, une mise en conversation avec stimuler la rêverie dont parle si bien Gaston Bachelard. Alors, une patiente, donc ça, c'est cadre de soins en médecine interne. Une patiente ayant des plaies chroniques sur les membres inférieurs, entraînant un déficit de la mobilité et une altération de son image corporelle, a choisi un tableau représentant une danseuse. Son entourage nous a fait un retour sur les changements observés depuis la mise en place du tableau. Ils ont trouvé madame plus épanouie, ouverte à la discussion. Le tableau est source de conversation lors de la visite. Du côté de l'équipe médicale et paramédicale, nous avons observé une reprise active de la patiente. Elle a repris une certaine mobilité, étendant son périmètre de marche.
Cela a été bénéfique sur plusieurs points. Cela a permis d'éviter la fonte musculaire. Son système vasculaire a été stimulé, favorisant l'irrigation de ses membres inférieurs et par conséquent la cicatrisation de ses plaies. Du point de vue de la patiente, elle nous a fait part de la sensation de ne plus être seule, d'avoir une présence à ses côtés. À sa sortie, elle nous a dit qu'elle se renseignerait sur l'existence d'une artothèque dans sa ville. Finalement, elle a eu un impact sur la qualité de vie au travail des agents. La présence des toits dans les couloirs a permis d'égayer ces derniers, de susciter des discussions entre des personnels de différents corps de métier. Cela a permis d'innover dans la prise en charge des patients. L'échange est ainsi facilité, permettant aux soignants de trouver dans l'œuvre un intermédiaire de communication. Elle potentialise ainsi la confiance du patient dans sa relation soignant-soigné. Cela permet aussi, lors des soins difficiles pour les patients invasifs atteints de l'image de soi, d'avoir une image sur laquelle se concentrer afin d'avoir une transition positive entre le spirituel et le corporel. L'œuvre les accompagne dans les soins. Enfin, les soignants observent aussi un épanouissement des patients. L'étoile ajoute dans la chambre des formes, des couleurs, des traits modifiant positivement l'humeur. Cela se traduit par une diminution de l'anxiété des soignés qui font appel à l'œuvre pour lâcher prise. L'innovation se traduit aussi dans le vécu de l'hospitalisation par les patients. Tout d'abord, la présence d'un tableau personnalise la chambre du patient. Il favorise la reconquête de son identité, souvent malmenée par la maladie. Ensuite, l'artothèque avec la poéthèque atténue la solitude, qui est souvent décrite durant l'hospitalisation. La sensation de présence soulage la souffrance psychique induite par l'isolement, parfois accentuée par la pathologie. Enfin, lors de leur départ, les patients souhaitent souvent produire cette démarche artothèque à leur domicile. Cela confirme que l'artothèque est considérée par les patients comme un soin à part entière faisant partie intégrante de leur prise en charge. Cela accentue leur adhésion dans le projet de soins. Les notions de prise en charge globale et de continuité des soins prennent alors tout leur sens. Sachez que quand il y a eu la crise sanitaire, l'équipe soignante m'a dit « Mais est-ce que tu vas laisser les tableaux, s'il te plaît ? Parce que nous aussi, ça nous fait du bien. » Donc, vous voyez, c'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, à l'issue de ça, dans ce service, j'ai introduit cette année des prescriptions parfumées, prescriptions artistiques et poétiques. Je rencontre Odile, il faut brièvement, et ça, vous le verrez dans notre replay. On a fait un webinaire le 12 mars. Vous avez tout ça sur notre site en page d'accueil. Odile, je vais la voir. Elle est gravement malade, elle souffre énormément. On lui donne de la morphine depuis août. Je la rencontre au mois d'octobre et je lui chuchote à l'oreille le poème qu'elle s'est prescrit, Un sourire de Paul Éluard. Et je terminerai là-dessus et vous me poserez des questions parce que voilà, il y a encore plein de choses à voir. Et là, elle choisit son parfum et là, elle tombe dans le parfum et elle dit « Oh là là, j'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Je suis avec ma grand-mère. J'ai 3 ans. Je suis avec ma grand-mère. Ma grand-mère me fait une mousse au chocolat. » Et là, il y a un rayon de soleil qui rentre dans la cuisine de ma grand-mère. Et ce jour-là, il y avait des rayons de soleil qui tombaient dans sa chambre. Et là, voyez-vous la puissance de l'imagination. Et là, je lui dis, vous avez choisi Un sourire de Paul Éluard. Et elle me dit, bah oui, en fait, ce poème, quand je l'ai vu dans la poéthèque, j'ai fondu en larmes. C'est le poème que j'ai lu à ma mère quand qu'elle est partie. Et donc, elle avait choisi aussi un petit tableau, mais bon, on l'a pas. Et là, fermez les yeux. Et je lui offre ce poème. Donc, si vous voulez, fermez les yeux. Et Un sourire de Paul Éluard. La nuit n'est jamais complète, puisque je le dis, puisque je l'affirme. Il y a toujours au bout du chemin une fenêtre ouverte. Il y a toujours un rêve qui veille. Désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie. La vie à se partager. Alors, je vais vous frustrer parce que normalement, ce que je fais, c'est que j'attends. Voilà. Et ça peut durer des minutes. Il y en a qui s'endorment, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de soigner. Hein. C'est pas de parler. Et là, ce qui est très, très beau, c'est qu'à chaque fois, quand donc vous soulignez, vous mélangez un parfum avec un poème, à chaque fois, quand la personne revient à la surface d'elle-même, parce que là, elle plonge. Hein. Elle plonge et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher ses pépites, elle va se mettre en conversation avec Paul Éluard. Et, comme dit Montaigne, le livre est un remède parce que nous sommes en compagnie. Et à chaque fois,
Mais moi, j'adore mon métier. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez la métamorphose qui se fait en des millièmes de seconde parfois. Et là, le regard est plus clair. Et là, on pleure, on rit, on est complètement dans la catharsis. Et à chaque fois, oh, désolé de pleurer. Et à chaque fois, je dis, c'est Paul Éluard qui vous dit aussi, pleure, les larmes sont les pétales de ton cœur. À l'issue de tout ça, eh ben, on a créé une autre artothèque et poéthèque chez les enfants, à l'hôpital Mère-Enfant, avec un professeur incroyable, Pierre-Yves Bure, qui a sauvé 2 petites filles siamoises camerounaises. Vous avez peut-être entendu parler, une prouesse énorme au niveau du soin. Et donc, avec le fonds de dotation Capsule d'Art, eh ben, il a financé donc cette coordination du soin que je assure auprès de cet hôpital avec ses enfants. Et là, eh ben, vous avez cette petite fille. Alors, je sais toujours c'est des petits, mais elle est un peu petite, elle a 13 ans. Et donc là, elle a choisi et donc un tableau sur plateau. Là, Michel, elle faisait l'année dernière au Printemps des Poètes quelque chose de magnifique, la poésie sur un plateau à l'hôpital. Je trouve ça magnifique. Et là, ça m'a fait penser à ça. Et donc là, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore les clous. Dans chaque chambre, il y a un clou pour poser, pour accrocher. Et donc, j'ai dit, Farah, tu veux? Et elle a cette œuvre, elle vient de La Réunion, une artiste apnéiste qui nous a offert. Et cet enfant, elle a plongé. Et sa maman était là, elle a plongé. Et il y avait la soignante, elle a plongé. Tout le monde a plongé, et moi avec. Et on s'est mélangés. Et on était avec la soignante, elle était plus soignante, hein. Elle nous a raconté des histoires, elle était partie au Canada. Ah oui, moi j'étais. Et là, j'ai dit, voilà, c'est bon, il faut continuer comme ça. À l'issue de ça, j'ai un rêve depuis très longtemps. Je travaille en comité d'éthique à l'hôpital. Vous avez la sédation, c'est très bien. Mais il y a des gens en fait qui veulent mourir naturellement, en joie, en fête, veulent partir avec le sourire. Alors, j'ai rencontré, en fait, il y a eu un article dans le télé. Alors ça, c'est ça aussi très important. On offre toujours un cadeau aux patients. Donc ça, c'est une carte postale. À la fin de l'hospitalisation, ou à la fin de la conversation, ça, c'est Alexia Axcriec qui fait donc des étoiles et qui parsème la ville de donc les enfants. En préopératoire, post-opératoire, il a l'étoile et ça l'accompagne dans son... et les parents aussi, c'est les deux. Et donc le dernier projet, l'échappée belle en musique et en parfum jusqu'au bout de la vie. Donc là, avec l'hôpital Garot. Voilà, et donc prescription parfumée et prescription musicale. Comment on peut accompagner jusqu'au bout de la vie. Donc voilà, nous commençons le projet dans quelques semaines. Après 2 ans d'efforts acharnés, on a réussi la levée de fonds et donc avec le fonds de dotation Entreprendre pour aider. J'ai d'autres projets, mais là, c'est confidentiel tant qu'il n'y a pas, bien évidemment, voilà les finances. Donc ça, c'est l'article qui est paru. Donc il a l'artiste Valentine, vous voyez, une jeune photographe qui fait énormément de bien, qui, quand on l'a dans sa chambre, vous voyez, ils ont accroché pour le contempler. Et là, le titre, c'est Icare. Voilà, il y a le Icare qui s'est brûlé les ailes, et là, non. Vous voyez, cette nouvelle génération, donc là, c'est toutes les générations qui sont invitées dans nos collections. Voilà, je m'arrêterai là.